La droitisation des médias québécois est une réalité. Une lettre co-signée par plus de 2000 intellectuels et personnalités de la société civile a d'ailleurs été publiée pour s'opposer au financement public d'un groupe médiatique de droite comme Québecor. Depuis plusieurs années, cette question de la dérive médiatique est abordée dans nos entrevues. Dans ce montage, vous pouvez écouter les réponses de plusieurs personnalités qui tentent d'expliquer les causes de cette dérive, souvent occultée par les médias eux-mêmes, qui ne réalisent pas que la crise actuelle les pousse à se radicaliser, parfois par nécessité économique, parfois pour des raisons idéologiques. Dans cette vidéo, vous entendrez notamment Alexandre Dumas, Catherine Dorion, Fred Savard, Frédéric Bérard, Jonathan Durand-Folco, Guillaume Wagner, Marc-André Cyr et Maïka Sondarger. Il y a la partie de vérité de ça fait des clics, ça parle parce que c'est le chat qui se mange la queue dans le sens où est-ce que c'est les gens qui pensent de plus en plus à droite, alors on veut avoir des chroniqueurs de droite, ou c'est plus il y a des chroniqueurs de droite qui passent un message, plus les gens se droitisent. C'est un peu, bon, c'est l'un et l'autre. L'aspect plus médiatique, ou moi, tu sais, j'ai mon bac en journalisme, j'ai travaillé à Radio-Canada comme recherchiste dans ma vingtaine, avant d'aller dans l'académie, tout ça. Euh, je pense que c'est plutôt la dictature de la neutralité. C'est comme tu disais, les médias, grand public, Radio-Canada et autres, se sont tellement fait attaquer d'être de gauche qu'ils ont voulu tellement représenter toutes les opinions que maintenant, la droite conservatrice, est surreprésentée. Nous, puis je me le fais dire, tu sais, oui, je suis une des seules, on n'est pas beaucoup, là. Disons qu'on peut les compter sur les doigts de deux mains si on veut être généreux, de commentateurs politiques dans les médias qui sont de gauche. Mais moi, l'équipe à Zone Info, à RDI, ils en veulent. Mais les gens à gauche ne veulent plus y aller. Parce qu'on parlait de violence tantôt, parce que c'est difficile, puis parce qu'à gauche, on veut tellement avoir le discours exact que aller faire du commentariat à la télévision ou à la radio, personne ne veut faire ça parce que c'est vraiment, écoute, moi, des fois, je dois parler de transport en commun, de politique fédérale et des États-Unis dans le même 2 heures. C'est vrai que c'est difficile, puis il faut que tu sais, tu sois assez rapide dans ta recherche, puis que tu sois capable d'amener des lignes. Donc, c'est un médium qui est très difficile. Donc, les gens à gauche veulent de moins en moins y aller. Mais je pense qu'au-delà de dire, ah, les médias deviennent à droite, c'est que les médias ont tellement voulu être neutres, mais leur définition de la neutralité, c'est avoir tous les points de vue. Mais pour moi, si on parle de changement climatique, on ne doit pas avoir un panel de deux personnes où il y a un qui pense que la crise climatique existe et un qui pense que la crise climatique n'existe pas. Si 99% des scientifiques disent que la crise climatique existe, on ne devrait pas avoir 50-50 en termes d'opinion. Même chose avec la droite. Pour moi, oui, tu peux être conservateur et avoir une opinion très intelligente. Je suis souvent avec Tasha Terrijan à Zone Info, une femme de Toronto assez conservatrice, extrêmement intelligente. Pour moi, c'est des gens comme ça avec qui on n'a pas le même projet politique. On est en désaccord sur certains aspects fondamentaux du vivre ensemble, du politique, tout ça. Mais si tu as des arguments, puis on parle d'une question idéologique et non d'une question de est-ce qu'on est d'accord sur les mêmes faits, moi, ça me va. Mais là, on commence à avoir des gens qui font de la désinformation. Puis pour moi, ça devrait être un non, non, non. Dès que tu te mets à dire des choses qui sont pas tout à fait exactes, tu devrais perdre ta tribune. Pour moi, il y a une commentatrice il y a quelques semaines qui disait au Québec, c'est trop grand pour avoir des transports en commun. Il n'y a pas assez de monde. Le territoire est trop grand. Ça, c'est une ligne que la droite de Duhem sort beaucoup. Mon char, mon choix. On peut pas. Il faut que tout le monde ait des voitures. Le Québec, c'est trop grand. Puis là, à un moment donné, c'est l'animateur Gérald Filion qui dit oui, mais à Montréal, à Québec, on a assez de monde pour avoir des transports en commun. De dire des choses comme ça, le Québec est trop. C'est une ligne politique, mais c'est pas un argument. Il n'y a pas d'argument derrière ça. Puis les arguments derrière ça, des postulats, sont faux. Donc, pour moi, ça, c'est de dire. À un moment donné, quelqu'un disait il ne devrait pas avoir de la discrimination positive. On ne devrait pas chercher à engager davantage de femmes ou autres parce que on vit dans une méritocratie. Ça devrait être basé seulement sur le mérite, sur les compétences. Moi, mais je vais te sortir des études scientifiques qui disent très clairement, qui ont analysé scientifiquement s'il y a deux CV identiques, un c'est Martin et l'autre c'est Mohamed. Mohamed, 7 fois sur 10 va pas être engagé, mais Martin, 10 fois sur 10 va être engagé. Donc, il y a là où encore on parlait de tantôt, c'est les données, les inégalités, la marginalisation, l'oppression, c'est documenté. Donc, moi, je suis pas une militante, je suis une intellectuelle qui voit qu'il y a des inégalités, qu'il y a des oppressions. Après, mon côté militant, c'est que je pense qu'on devrait changer ça. Mais jamais je vais amener un point parce que c'est une idée politique et non basée sur des faits. Sur certains débats, même, je me surprends.
Parce que je regarde la situation, mais je me dis, bon, ben peut-être que j'ai une opinion moins à gauche que je croyais, parce que selon ce qui se passe, selon tout ça, tu sais, j'ai une opinion plus nuancée parce que je me base sur les faits. Mais donc, en tout cas, c'est vraiment, c'est horrible en ce moment dans les médias, puis c'est les discours qui sont les plus populaires. C'est des discours ouais, qui sont de plus en plus à droite. C'est vraiment, c'est préoccupant. Plus en plus à droite des médias québécois. Indubitablement un ressortage vers la droite de la part des médias. Et la raison fondamentale, à mon avis, c'est la crise des médias qui dure depuis plusieurs années. C'est-à-dire que les médias, en ce moment, tous les médias, sans exception, luttent pour leur survie. Et c'est ce qui peut conduire à des réflexes très défensifs et justement à ce déplacement vers la droite. D'un côté, on a des médias qui appartiennent à des gens très riches, et ça, c'est le grand avantage de la droite par rapport à la gauche, c'est-à-dire que on a des milliardaires qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour défendre leurs idées. Parce qu'évidemment, défendre leurs idées, ça permet l'élection de gouvernements de droite qui vont diminuer leurs impôts, et donc c'est payant financièrement et qui ont intérêt aussi là, à nous convaincre que les responsables de nos problèmes, eh bien, ce sont les musulmans, ce sont les Noirs, ce sont les trans, bref, c'est tout sauf les capitalistes. En revanche, de riches gens de gauche, prêts à acheter des médias et à perdre de l'argent pour défendre leurs idées, il y en a très peu, pour une raison évidente, c'est qu'il y a très peu de milliardaires de gauche. Donc, d'un côté, oui, on a un empire médiatique. Après, je veux pas non plus lancer la pierre aux journalistes parce que, mine de rien, les médias sont beaucoup nourris par des journalistes qui essaient vraiment seulement de bien faire leur travail. Par contre, le phénomène auquel on assiste, c'est l'information qui est de plus en plus remplacée par le commentariat. L'opinion qui prend chaque année plus de place, autant dans les médias écrits que dans les médias parlés. Et c'est là, à mon avis, que se joue le plus grand danger, c'est-à-dire qu'on en vient qu'on ne fait plus la différence entre un journaliste et un chroniqueur, un commentateur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Richard Martineau est un journaliste, mais ce n'est pas le cas. Martineau, ça fait des années qu'il n'a plus fait de journalisme en tant que tel. Et à l'opposé, on a l'impression souvent qu'il y a des journalistes qui sont là pour donner leur opinion, alors que ce n'est pas le cas, qui sont là pour apporter des faits. Et d'un autre côté, on a des médias publics comme Radio-Canada qui luttent aussi pour sa survie. Radio-Canada a un immense avantage sur les médias privés, c'est qu'il n'a pas pour vocation de faire de l'argent. Donc, l'objectif de Radio-Canada, ce n'était pas de vendre de la publicité, ce qui permet des émissions d'information qui sont excellentes, à mon avis. Moi, j'ai beaucoup de bien à dire là, de la mission de Radio-Canada. Mais d'un autre côté, Radio-Canada, c'est qu'elle est en danger parce qu'on a le chef de l'opposition à Ottawa qui promet de mettre la hache dans CBC. Au début, ça devait inclure aussi le Radio-Canada francophone, finalement peut-être pas. Mais bref, Radio-Canada sait que sa mission est contestée et qu'il y a des gens qui rêvent de la faire disparaître. Donc, l'alternative, c'est de donner beaucoup de visibilité justement à ces gens de droite. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens comme Christian Dufour ou Jacinthe Varel, des commentateurs très à droite qui utilisent un peu leur visibilité à Radio-Canada pour défendre leurs idées politiques. On a de très bons panélistes, de très bons commentateurs à Radio-Canada qui sont là vraiment pour commenter, pour analyser, pardon, la chose politique, l'actualité, mais on en a d'autres qui s'en servent vraiment comme d'une tribune pour véhiculer leur idéologie. Et c'est effectivement la peur de disparaître qui amène les médias à donner une aussi grande voix à ces personnes. Parce que oui, ça fait vendre. Après, est-ce que c'est vraiment la droite qui fait vendre ou est-ce que ce n'est pas la polémique qu'ils apportent? Parce que ces commentateurs de droite font énormément réagir. C'est ce qui fait aussi que dans un journal comme le Journal de Montréal, on va quand même avoir des chroniqueurs à gauche, parce que ces chroniques à gauche aussi font réagir. Ça aussi, ça fait de la polémique, et ça aussi, ça fait vendre. Donc, même si on va donner une place beaucoup plus importante à la droite, parce qu'au final, c'est le message de droite qu'on veut qu'il soit transmis, on va quand même laisser une place à la gauche, parce qu'il y a quand même un marché pour ces commentateurs plus de gauche. Donc, si j'avais à donner une explication
à ce déplacement vers la droite des médias, je dirais que oui. Principalement, c'est la course, pardon, la lutte pour la survie. Présentement, les seuls médias que j'ai l'impression qui sont épargnés par cette libération vers la droite, ce sont les médias plus régionaux, les médias locaux. Les quotidiens de la coopérative, par exemple. Ce sont d'excellents journaux et qui, à mon avis, ne donnent pas dans ce commentariat de droite. Et justement, présentement, ce sont des quotidiens qui menacent de disparaître. Et là, on a échappé au pire parce que là, il était possible que l'Empire québécois les rachète, ce qui aurait été une très mauvaise nouvelle pour l'information en région. Mais on reste avec cette problématique, c'est que les médias ne pourront pas survivre s'ils restent indépendants. L'information, je dirais que l'information dépend de l'aide gouvernementale. Et c'est triste à dire parce que je sais que l'aide gouvernementale, c'est une des raisons qui font que beaucoup de gens n'ont plus confiance envers les médias. Mais il faut se l'avouer, l'information ne peut pas être traitée comme un bien commercial, comme un parce que ce ne sera jamais rentable d'aucune façon. Il y a 100 ans, ça pouvait l'être. Il y a 100 ans, un journal pouvait vivre de ses abonnements. C'est pas le cas aujourd'hui parce que l'information, elle est partout, elle est gratuite. Donc, si on veut avoir des journalistes qui font bien leur travail, des journalistes qu'on va payer, ça prend du financement. Et comme on ne veut pas que ce financement soit exclusivement privé, parce que ça vient évidemment teinter l'information, ça vient teinter le message, le financement va devoir venir de l'État. Évidemment, le financement de l'État, il doit être systématique pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de biais idéologique. Après, je ne dis pas que ça empêcherait les gens de se méfier des journalistes de l'information, mais à mon avis, c'est essentiel si on veut conserver l'information. Comment? Ta lecture sur la radicalisation des médias de plus en plus à droite. Dans les médias, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Moi, je mets les médias traditionnels, les médias numériques ou sociaux, je pense qu'ils agissent de la même manière. Je ne suis pas la première qui le dit, mais bon, ils sont pris dans la logique d'avoir du temps d'attention. Donc, pour pouvoir vendre de la publicité, ils sont pris dans une logique de n'importe quoi, de pulsionnel, qui fait cliquer, qui fait... on devient esclave de ça parce qu'il faut qu'on puisse vendre de la publicité à des fabricants de pick-up. Là, on reste toujours dans le capitalisme. C'est au top, c'est ça. T'sais. Là, donc, comment on va vendre du temps d'attention aux publicitaires? Depuis des décennies, les médias font des conneries, se penchent sur des trucs complètement débiles. Bon, l'épisode du coton ouaté pendant mon mandat, c'est un exemple parfait pour expliquer comment ils vont prendre un truc, un fait divers, puis rouler dessus pendant des mois ou des semaines alors que pendant ce temps, des choses bien plus importantes et qui ont vraiment plus d'impact sur la vie des gens sont en train de se passer, qui restent en silence, parce que le clic est plus important que l'intelligence, le mandat de base d'informer et tout ça. Donc ça, c'est le même depuis très, très, très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé récemment, dans les dernières décennies? La fuite de revenus publicitaires vers les GAFAM, une grande compagnie numérique, a fait que les médias traditionnels ont été encore plus esclaves de ça. Et là, ils ont perdu l'argent et à choisir entre un chroniqueur clivant, parce que c'est ce qui amène des clics, c'est quand c'est très pulsionnel, quand c'est très clivant. Un chroniqueur clivant rapporte plus en clics que le résultat d'une enquête menée sur 2 mois sur comment telle grande compagnie a réussi à payer des pots de vin à l'autre qui, pour telle raison, blablabla. Donc, on perd en information de qualité, puis ça devient de plus en plus du commentariat, et le commentariat doit être clivant pour qu'on clique. Fait que, en plus, parmi ces grands médias-là, il y en a qui sont privés avec à leur tête des gens qui décident qui engagent, et ces gens-là sont des gens de droite parce que c'est des riches, parce que c'est du monde qui veulent que leur argent ait plus de liberté et qui engagent des commentateurs et des penseurs qui leur ressemblent, qui pensent comme eux. Fait qu'il s'est développé toute une armada de chroniqueurs à Québécois, chez Cogeco, puis bon, pour en nommer d'autres, qui ont été choisis pour ça, là, pour leur capacité à cliver et leur position plus pour les gros bonnets que pour les underdogs. Les médias québécois sont-ils plus conservateurs et se radicalisent-ils à droite? Ah non, c'est épouvantable. Écoute, en 1995, tu te souviens peut-être de Jacques Parizeau, premier ministre du Québec à l'époque, lors du soir de la défaite référendaire, il dit quelque chose comme
Si nous avons perdu, c'est à cause de l'argent et des votes ethniques, n'est-ce pas? Parole malheureuse, bien entendu, inacceptable. Seulement, il y avait consensus pour dire que c'était des paroles malheureuses et inacceptables. Parizeau, 2 jours après, démissionnait de son poste. Tous ses ministres l'ont rabroué. Tous les chroniqueurs du Québec, à 99%, ont dit que c'était des propos inacceptables, indignes d'un premier ministre. Alors, on se téléporte aujourd'hui et des propos comme ceux-là, on en lit à pleine page chaque jour que le bon Dieu nous donne depuis au moins 10 ans, n'est-ce pas? Et parfois, c'est des propos de députés et parfois, c'est des propos de ministres, voire du premier ministre. Et ils passent comme un couteau chaud dans du beurre mou. Tout le monde s'en fout. Donc voilà un bel exemple qui explique tout ce qu'on a perdu au cours des dernières années. Ensuite, faut voir que ce discours-là, il est effectivement intégré. Tu prends une personnalité comme Éric Duhaime, par exemple. Ce gars-là est un mercenaire de la droite libertarienne et ou conservatrice. Il a très bien compris comment fonctionnent les médias. Il a eu une grande place. Il est allé chercher 12%. Il a passé la barre de la respectabilité. Alors voilà un homme qui dit que les Noirs n'ont pas de héros, que les pauvres ne devraient pas avoir le droit de voter, que ça nous prendrait un État huissier qui va aller casser des jambes, etc., etc. Je n'ai pas besoin de recenser cette mélasse malodorante, mais qui est maintenant un interlocuteur raisonnable au sein de la société québécoise. Alors, mais l'équivalent à gauche, hein? Ça nous prendrait quoi à gauche pour s'amuser? Ça serait quoi l'équivalent du Duhaime à gauche? Ça serait un stalinien, un maoïste, un disciple de Pol Pot qui dirait qu'il faut cramer les bourgeois, etc., etc. Donc, ça serait divertissant d'abord, hein? Parce que Guy Debord nous avait pas dit que le spectacle allait être aussi ennuyant, mais je pense pas qu'on gagnerait beaucoup au change. Mais la droite, je crois, l'intention d'enfoncer le clou jusqu'à ce que ça saigne de partout, sans cesse, et elle ira jusqu'au bout, n'est-ce pas? Est-ce que tu observes une droitisation des médias québécois? Je l'observe, oui. Moi, ça fait une dizaine d'années là, que je le dis. C'est une évidence. Bon, Québécois, moi, je sais, j'ai travaillé 10 ans à Québécois, au Denis Lévesque. J'étais un peu le gauchiste de service. Là. Ça, c'est avant qu'arrive la joute. Oui, là, il y a Mulcair, Kadir ici et là. Je pense que la joute fait un travail honnête en essayant de donner un peu l'un et l'autre. Mais à l'époque, donc avant la joute, moi, il m'appelait le gauchiste de service. Là. Je veux dire, j'étais à peu près le seul. Bon, puis c'était correct, je me plaignais pas. Alors que la plupart des autres médias, tu sais, la presse a toujours été l'extrême centre. Hein? La presse, c'est bof. Il y a quelques chroniqueurs là, qui sont vraiment intéressants, là, puis je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas faire de la peine aux autres ou vice-versa, mais une que j'adore, tu sais, c'est Chantal Guy puis Rima El Khoury. Bon, puis Cassidy, eux, sont à gauche, je pense pour les bonnes raisons, et surtout, puis même s'ils étaient à droite, je ne dirais pas fou avec ça, mais ils se commettent. Alors que la plupart des autres, puis il y en a d'autres là, qui sont pas mal aussi, mais ils surfent, ils se promènent au centre, puis ils ont peur. Puis de temps en temps, là tu les vois là, dans une entrevue avec Bocoté, ils sont tous énervés. Et là, tu dis, OK, si tu es tout énervé avec Bocoté, tu dois pas être très, très loin de ce qu'il raconte lui-même. Puis pour moi, Bocoté, c'est un ambassadeur de l'extrême droite. C'est ce qu'il est. Il faut arrêter de se dire des conneries. Là. Faites Bocoté extrême droite, il va sortir 800 trucs sur Google, tout en Europe, parce que là-bas, ils savent c'est quoi l'extrême droite. Ici, bon, on est un peu mêlé. L'actualité qui a fait un truc dans son palmarès, machin, ils le mettent je sais pas où. Puis très élevé, en fait, je me souviens bien. Puis ils disent un intellectuel conservateur. Tabarnak, c'est pas un conservateur, ça. Voyons donc, tu sais pas qu'est-ce que c'est ça. Mais ça participe à la banalisation. Et pour répondre à ta question encore davantage, c'est que la pandémie a pas aidé, hein? Les trucs de complotisme, machin, le Trumpisme, truc muche. Et là, ils se sont dit, bon, on a 10-15% de la population, peut-être 20, puis il y en a des beaucoup plus soft, là, qu'on s'entende bien.
Mais il faut leur donner une voix parce que, bon, c'est un auditoire, c'est un lectorat. Alors, on essaie de... Bon. Et tu sais quoi? Moi, il y a une marge, je pense, qui est nécessaire. Simplement, il ne faut pas la franchir. Puis je m'explique. La droite, disons, économique, OK? Une vraie droite économique. Elle a, je ne sais pas, mettons à l'époque, à la Mario Dumont. Bon, dans le temps de l'ADQ. Mais c'est tout à fait nécessaire, ça, comme dialectique dans une démocratie, la gauche, la droite. Moi, je n'étais pas d'accord avec lui du tout la plupart du temps, mais on s'en fout de ce que je pense. Ça n'a pas d'importance. Il faut qu'on ait cette dialectique-là. Par contre, quand on est rendu à triper sur Trump, qui est un fossoyeur de démocratie, là, c'est ce qu'il est, puis qu'il y a une espèce de culte de la personnalité autour de ce gars-là. Même nos Trumpistes québécois sont tout énervés. C'est et le 25 des tarifs, ils trouvent ça génial. C'est la trolley de poulet qui tripe sur le colonel Sanders, là. Tu sais, je veux dire, c'est complètement, là, c'est le monde à l'envers. Là, tu vois Trump qui publie des trucs sur Truth avec le drapeau canadien, laissant entendre qu'il va peut-être envahir le Canada. Bon, on va savoir si c'est vrai ou pas. Ils sont là, je l'adore, il est tellement charismatique. Mais tu te dis, OK, mais déménager, là, foutez le camp. Alors, pour revenir à ta question, les médias se sentent obligés de donner la parole à ces gens-là. Alors que lors du premier mandat de Trump, c'est-à-dire avant la pandémie, 2016-2020, niet, ça n'arrivait pas. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler les débats dans la presse, notamment avec Alain Dubuc, qui était très à droite, genre, il faut privatiser Hydro-Québec, il faut privatiser la SAQ. Je trouvais ça absurde comme position, mais en même temps, ça fait partie d'un débat, d'une dialectique. Il y avait une rationnelle derrière ça. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord, mais il y avait des arguments, il y avait quelque chose. Tandis que si tu me dis que Trump, il n'est pas dangereux, puis c'est pas vrai qu'il a été condamné au criminel, puis tu me dis que c'est pas vrai qu'il a perdu l'élection de 2020, mais là, c'est parce qu'on n'est plus sur la même planète. Et le problème de la démocratie, c'est ça, c'est quand tu n'as plus de lien, quand tu n'as plus de lien pour unir tes citoyens, tes discussions publiques, ton agora, ton intelligentsia, bien, il n'y a plus rien qui tient. Or, les médias sont tombés dans ce piège-là. Se sentent obligés de donner la parole à, parce qu'ils savent, ben, tu vois, c'est une partie de la population. Mais c'est une partie de la population, justement parce que les médias ont fini par leur donner la parole. Et cette parole-là s'était créée initialement par les médias sociaux. Hein, si on n'avait pas eu de médias sociaux pendant la pandémie, ça aurait été autre chose. Si on n'avait pas eu de médias sociaux, Trump n'était pas élu en 2016. Mais là, tout est devenu banalisé. Lee Bock-Côté, par exemple, dans le Journal de Montréal, il parle de persécution politique par rapport à Trump. Là, c'est pas de la persécution politique, c'est des crimes de droit commun. Il a été condamné par un jury. Où ça, de la persécution politique? Il dit la même chose par rapport à Le Pen. L'oligarchie de gauche. Mais c'est d'une débilité sans nom. L'oligarchie. Trump lutte contre l'oligarchie. Mais il faut être con comme la lune là, pour penser un truc comme ça, puis encore plus le dire. Mais ça passe. Regarde la gang de petits fascistes d'Alliance nationale là, que Plamondon n'a pas voulu condamner au PQ. Ah, ben, tu prends la carte de membre, tant qu'ils respectent le code éthique, ça va être correct. Triste. Le code éthique, c'est des fascistes qui marchent dans la rue avec des saluts nazis. Ça respecte le code éthique du Parti québécois, ça? Sérieux? Puis, t'as Bock-Côté qui dit « Oh, que c'est de... » Mais c'est parce que vous dites la même affaire. Bock-Côté a la même cassette qu'Alliance nationale. Or, il est dans le journal 20 fois par semaine, à télé 40 fois par semaine, à radio 52 fois par semaine. Alors, pour répondre à ta question, c'est qu'on crée cette espèce de... On banalise, on crée, on répète, on banalise, on crée, on répète, ou l'inverse, peu importe. Alors, arrive à un moment donné, il y a une portion de la population qui pense ça. Fait qu'il faut leur donner le micro. Ouais, mais pourquoi qu'elle pense ça, cette portion de la population-là? Pourquoi l'Alliance nationale est née il y a de ça quelques années à peine? Enlève Québécois, là. Alliance nationale, ça n'existe pas. Enlève Bock-Côté, ça n'existe pas. Il serait un et demi dans leur sous-sol, dans son sous-sol. Bref. Tu penses quoi du virage très à droite de certains médias québécois? Ouais, écoute, je suis pas un expert là-dessus, mais tu sais, c'est quand même quelque chose que je remarque, là. Des fois, tu ouvres la télé, puis tu sais, je le vois, là, les Arabes qui jouent des terroristes, là, constamment, puis si t'es un Arabe, c'est ça la trame, tu sais, il y a le voile, puis là, le père, il a imposé, tu sais, on projette quand même beaucoup de nos peurs blanches, là, dans les personnages racisés, dans la télé, en tout cas. Mais
sais, pour l'avoir un peu vécu de l'intérieur sur plusieurs projets là, que je peux pas, dont je peux pas nécessairement parler, il y a beaucoup d'incompréhension, tu sais. Puis il y a beaucoup de, comment je te dirais bien ça, le vécu blanc pour le blanc de plusieurs personnes. En tout cas, je le vois, je l'entends, je le sens. Ils ont l'impression que leur vécu, c'est le seul qui existe. Puis quand tu leur amènes comme d'autres perspectives, d'autres manières de vivre et tout ça, ils sont pas capables. Ils sont pas capables de se rendre, ils comprennent pas nécessairement. Puis là, ils sont comme... Je te parle de décideurs. En gros, là, ce qu'ils essaient de te dire là, tout le temps, c'est comme, peux-tu rendre ça un petit peu plus blanc? C'est plate à dire, mais j'ai entendu ces critiques-là là, pour l'Akaïnou, de la communauté haïtienne. C'est comme, OK, mais ils parlent tout en keb. Il y en a quelques personnages, mais comme le couple principal, c'est des Haïtiens qui parlent keb. Ils n'ont pas d'accent haïtien, ils ne glissent pas trop de mots haïtiens. Fait que c'est un peu ça, je te dirais, l'état de la diversité dans l'univers de la fiction, en tout cas. C'est on en veut. Souvent, tu l'entends, il y a des quotas, puis tout ça, puis on en veut, donnez-nous des projets. Puis là, quand tu leur présentes des trucs très authentiques, on est comme, pense pas que monsieur et madame tout le monde va aimer ça. Là. Mets ça un petit peu plus blanc. Rends ça un petit peu plus blanc pour que tout le monde puisse comprendre, pour que tout le monde puisse adhérer à ça. Puis, moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre la logique, que peut-être tranquillement, on va arriver à quelque chose de plus vrai tu sais, je veux dire, le premier homosexuel là, à la télé québécoise, là, tu penses que c'était pas c'était une folle, là, tu sais, c'était le gros cliché. Puis là, à force de voir ça, éventuellement, tu as pu avoir des homosexuels comme qui ont pas ça, là, tu sais, qui ont pas 10 000 manies. Mais je pense qu'on en est là. Je pense qu'il y a une grande incompréhension. Il y a un désir de ça, mais qui part pas d'une vraie curiosité, une vraie envie de connaître l'autre, qui part du côté de la gauche, ça part d'une espèce de montrer ta vertu. Puis du côté de la droite, c'est comme fermé un peu là, à ce niveau-là. Mais ouais, fait que c'est pas aussi blanc-noir que on n'en veut pas, puis ça nous intéresse pas. Mais c'est comme on en veut, mais à nos conditions, ce qui est un peu horrible. Pourquoi les médias se radicalisent-ils à droite? Tu sais, je veux dire, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu-là. Tu sais, je suis pas journaliste, mais je connais beaucoup de gens. J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui sont présentement dans les médias, écrits, à la télé. Je pourrais pas dire que ces gens-là sont des gens qui sont sympathiques aux idées d'extrême droite. Jamais que je pourrais dire ça. Parce que je l'ai pas vu. Mais c'est clairement des gens qui ont compris quoi faire pour maintenir leur position privilégiée à la tête des groupes médiatiques. Tu sais, être un chroniqueur vedette, ça amène un très bon salaire, ça amène un pouvoir, ça amène cette idée qu'on peut influer sur la société. Mais tu sais, je pourrais pas te nommer de vedettes médiatiques qui sont très à droite dans leur vie de tous les jours. Sauf qu'ils ont compris quoi faire pour être où ils sont. Et malheureusement, leurs patrons, eux, par contre, sont beaucoup plus à droite que leurs chroniqueurs vedettes. Je suis pas sûr qu'ils sont d'extrême droite non plus, mais c'est clair que le système économique ne doit pas changer. Alors, on le remet jamais en question. Et non seulement on le remet jamais en question, on démonise ceux qui voudraient le remettre en question en les qualifiant d'idéologiques, d'extrême gauche, de militants. Mais je pense qu'ils influent sur la société, mais s'en nourrissent aussi parce que ce sont des entreprises qui veulent faire des profits, donc qui doivent s'adresser à leur clientèle. Et la clientèle qui réussit à faire vivre les grands groupes médiatiques, c'est une clientèle de propriétaires, c'est une clientèle qui gagne bien sa vie, c'est une clientèle qui profite très, très bien du système actuel, qui a fait beaucoup d'argent avec l'immobilier récemment, qui ne veut pas que les règles changent. Alors, quand on va parler d'immobilier dans les médias, oui, il va y avoir quelques articles sur des propriétaires qui exagèrent, mais on ne va jamais remettre en question la spéculation, le libre marché dans l'immobilier. Et là, on a une crise des médias, puis on a de la difficulté à l'expliquer dans les médias. On a une crise, on a une crise une crise du logement. Oui, on la nomme, mais on ne parle jamais d'Airbnb. C'est toujours exclu de l'équation, alors que moi, j'aimerais ça qu'on la chiffre, l'impact
de la location à court terme. Moi, j'ai déjà lu des chiffres de 15 000, au moins 15 000 logements à Montréal qui sont sur Airbnb, mais ça fait plusieurs années. On doit être rendu à 20 000. C'est supposé d'être illégal. Il y en a partout. Et il y a seulement Pivot qui s'y est intéressé en faisant un journaliste d'enquête. Fait que oui, il va y avoir des articles sur des locataires qui ont perdu à la veille de Noël leur logement à cause d'une grosse compagnie. Mais après ça, tu vas avoir une chronique d'un éditorialiste ou d'un chroniqueur vedette qui va dire oui, il y a une crise du logement, mais il faut faire attention. Il y a des bons propriétaires, puis ils ne sont pas tous là pour mettre dehors les locataires. Fait que, tu sais, est-ce que ces médias-là sont très à droite? Je ne suis pas certain. Ils sont surtout conservateurs économiquement. Et ça fait en sorte que eux aussi, ils ont peur de ne pas avoir l'air d'être dans le dialogue. Alors, on va ouvrir la porte à des chroniqueurs plus à droite. On va faire des fausses équivalences au nom du dialogue. Et ça fait que des idées qui, à une certaine époque, seraient carrément infréquentables, d'extrême droite, vont devenir des sujets qui vont être débattus dans les médias, dans l'écosystème médiatique. C'est comme ça que je le vois. Fait que j'ai de la misère à croire que des propriétaires sont sont d'allégeance d'extrême droite. Mais si jamais, financièrement, c'est intéressant d'aller là, ils vont y aller. Pas par idéologie, simplement pour continuer à faire de l'argent. C'est une relation complexe entre ce que les médias impactent dans la population et ce que la population voudrait que les médias soient. C'est une espèce de dialogue constant, mais qui va rarement à gauche, visiblement. Quelle est ton analyse du virage à droite des médias québécois? Oui, en fait, je dirais que le système médiatique, de façon plus générale, notre écosystème médiatique au Québec, on pourrait dire qu'il est en crise et qu'il est en train de virer vraiment vers la droite identitaire populiste et ainsi de suite. Je ne suis pas expert des médias, c'est pas mon champ d'expertise universitaire ou ainsi de suite, mais j'ai lu en fait beaucoup sur ça dans les dernières années parce que je pense que c'est un des ingrédients, on pourrait dire, qui contribue à la montée des discours conservateurs, libertariens d'extrême droite, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Une des choses qu'on voit, j'ai lu un livre de Yochai Benkler et d'autres auteurs, notamment, le titre du livre en anglais, c'est Network Propaganda, donc la propagande des réseaux. Et ce qu'eux ont étudié du côté des États-Unis, qui pourrait aussi s'appliquer un peu à ce qui se passe au Québec, ils vont dire qu'on parle souvent de l'influence des médias sociaux qui répandent la désinformation. Ils disent ça, c'est vrai, mais c'est pas juste ça. Il y a la question des bots ou l'influence étrangère, des Russes, par exemple, qui répandent des choses comme ça. Ça existe, mais c'est, encore une fois, peut-être pas le facteur principal. Ils vont dire que le phénomène des chambres d'écho, par exemple, le fait à cause des filtres algorithmiques sur les médias sociaux, on est exposé davantage à des idées proches de nos propres intuitions, préférences, ça crée de la pensée de groupe. Et là, il y a une certaine division de l'opinion publique en des positions de plus en plus extrêmes. Ils vont dire, encore une fois, ça se présente, c'est vrai, mais c'est pas juste la cause première des médias sociaux qui divise les gens. Donc, il y a ça. Ce qu'ils vont dire, en fait, c'est que si on fait une genre d'analyse économique et politique des écosystèmes médiatiques, eux, ce qu'ils observent, c'est qu'il y a une certaine division de l'espace médiatique américain en deux grands camps. Il dit d'un côté, il y a les médias de masse traditionnels, les journaux, CNN, il y a d'autres grands journaux comme le New York Times, le Washington Post, ainsi de suite, qui sont des journaux, on pourrait dire, de centre, de tendance libérale aux États-Unis, donc exposent certaines idées progressistes, d'autres un peu plus dans la droite économique. On est dans cette zone-là. Et il y a tous des critères de rigueur, on pourrait dire, journalistiques, de vérification des faits ou ainsi de suite, qui sont mis en place. Il y a quelques médias de gauche alternative, radicale et ainsi de suite, qui n'ont pas extrêmement beaucoup d'influence, que ce soit des journaux imprimés, que ce soit en ligne, des podcasts ou ainsi de suite, ça existe aussi. Et cet espace médiatique va créer des synergies de son côté. Mais ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a une asymétrie fondamentale entre cet espace médiatique du centre ou du côté libéral et l'autre écosystème médiatique de la droite radicale. Donc, ils vont dire, par exemple, de son côté, il y a la grande chaîne Fox News, en fait, qui se fait en quelque sorte la caisse de résonance des discours libertariens, hyper conservateurs, trumpistes, d'extrême droite aussi. Et c'est un espace, en fait, médiatique qui est davantage
sensationnaliste, qui répand des idées, qui amène des controverses, des faits divers. Et parallèlement à Fox News, qui est écouté par des millions et des millions d'Américains, il y a toute une constellation de tout petits médias, mais qui sont parfois influents, aussi suivis par des millions de personnes. On peut penser aux différentes émissions de Joe Rogan, des influenceurs de droite, d'extrême droite, Alex Jones, InfoWars. Il y a toute une constellation, en fait, de sites de réinformation, espaces de circulation de théories conspirationnistes, de discours extrémistes, de l'alt-right, et ainsi de suite, qui n'ont pas une extrême influence, mais qu'il y a quand même des gens qui se relaient d'un endroit à l'autre et qui amènent des idées, des controverses, qui vont après ça circuler dans Fox News directement, qui vont se répercuter dans tout l'ensemble médiatique aussi. Du côté de l'écosystème de centre, ça va se répercuter différemment, mais il va y avoir une division avec des gens qui vont être vraiment du côté de la droite, soit Fox News ou soit des sites de réinformation, de désinformation, d'influenceurs, trumpistes, libertariens, masculinistes et autres. Et en fait, il y a toute une constellation de la population qui va ne jurer que par ça et qui font aucunement confiance à l'autre système médiatique et inversement aussi. Et là, je pense que si on prend cette analyse-là qui s'applique au cas des États-Unis, où il y a justement ce que les auteurs appellent des boucles de rétroaction de la propagande, où des idées minoritaires d'un côté vont dans les médias de masse, sont amplifiées, participent à une forme de normalisation, banalisation d'idées d'extrême droite. Après ça, ça revient dans d'autres petits médias, puis il y a une boucle, en fait, qui se met en place. Cette chose-là, en fait, on peut le voir au Québec aussi, peut-être de façon moins intense. Notamment, on pourrait dire d'un côté, disons, il y a l'écosystème du centre libéral ou ainsi de suite, avec la presse, Radio-Canada, avec le journal Le Devoir, par exemple. Il y a quelques médias de gauche hyper minoritaires qui n'ont pas beaucoup d'influence, mais qui ont quand même des idées qui circulent ici. Parfois des auteurs ou des chroniqueurs, chroniqueuses qui vont d'un l'un à l'autre. Et c'est un espace, en fait, qui est encore régi par les normes journalistiques, qui essaie d'avoir une pluralité de voix d'idées. Radio-Canada essaie justement de ne pas se présenter trop à gauche, donc invite tant des figures de la droite comme Karima Brick et d'autres figures plus proches, par exemple, d'Éric Duhem et autres, invite des gens du centre politique, invite des gens de la gauche aussi, parfois des syndicalistes, auteurs et autres. Donc, il essaie d'avoir une diversité de points de vue. Le Devoir aussi, on peut voir des gens comme Émilie Nicolas d'un côté, Christian Rio, des gens plutôt conservateurs, plutôt progressistes qui cohabitent dans cet espace-là. Donc, on joue le jeu, en fait, on pourrait dire, d'une pluralité de discours. Et de l'autre côté, il y a l'espace médiatique autour de Québécois, où, certes, il y a un travail journalistique qui est intéressant, il y a plein de choses aussi, mais au niveau du commentariat des grands chroniqueurs d'opinion, il y a des lignes extrêmement majoritaires qui se placent du côté du populisme conservateur, en fait. Et vraiment, il y a toute une armée de chroniqueurs, chroniqueuses. Lorsqu'il y a des controverses, on voit leurs chroniques sont publiées presque à quelques heures, quelques jours d'intervalle, qui partagent essentiellement une même ligne éditoriale et qui se font le relais de d'autres sources d'informations, de petits sites de nouvelles, de d'autres blogs aussi qui sont présents autour aussi. On peut aller chercher des chroniqueurs, par exemple, comme sur Keb Radio, où il y a plusieurs personnes qui prennent la relève, en fait, du discours, par exemple, de Mathieu Bocoté, qui forme certains jeunes conservateurs qui vont faire, en quelque sorte, leur premier exercice. Ils commencent à avoir une influence, une voix. Et il y a d'autres blogs, d'autres espaces où les gens s'invitent entre eux mutuellement, se donnent des relais médiatiques. Et il y a toute une construction, disons, au niveau des médias de droite. Et on peut penser ce qu'on appelle les radios contestataires, ou qu'on appelle parfois les radios poubelles dans la région de Québec, notamment Saguenay et autres, dans l'est du Québec, qui sont aussi des espaces, en fait, de radicalisation des discours vers la droite identitaire, populiste, économique, libertarienne et autres. Et là, je pense que ce qu'on assiste actuellement, la crise des médias, c'est en sorte que de moins en moins de gens, peut-être suite à la pandémie, suite à une dizaine d'années, il y a une crise de confiance envers le journalisme, le système, les institutions, les médias, la science. Depuis la pandémie, il est vrai, il faut absolument le reconnaître, que c'était extrêmement difficile de critiquer le gouvernement, aussitôt qu'on était contre une des mesures sanitaires, le couvre-feu, ou que ce soit l'obligation vaccinale, le passeport sanitaire, on se faisait traiter de complotistes, de conspirationnistes et autres. Donc, moi, je comprends personnellement pourquoi beaucoup de gens se sont sentis abandonnés, largués, méprisés par le système médiatique en place. Ça crée une crise de confiance.
Mais là, après, ce que ça fait en sorte, c'est que ces gens-là, qui se sentent abandonnés par le système, souvent pas pour rien, en fait, parce qu'ils ont été littéralement mis de côté par le système, vont se retourner dans ces différents espaces médiatiques alternatifs. Et il y a tout, en fait, une série de chaînes YouTube et parfois qui ont été enlevées de YouTube à cause de leur discours, soit conspirationniste, soit de haine et autre chose, mais qui vont dans d'autres espaces médiatiques et qui se créent, enfin, en quelque sorte, leur propre chambre d'écho ou leur contre-public subalterne, c'est-à-dire un espace public minoritaire dans les franges de la droite où il y a vraiment des discours de plus en plus décomplexés qui prennent part. Et ça, en fait, on voit actuellement, d'après moi, la montée du trumpisme, puis les idées, en fait, qui viennent des États-Unis ou qui viennent de d'autres endroits, qui étaient presque inimaginables il y a 10 ans. Ça s'est accéléré à grande vitesse pendant la pandémie parce que, justement, il y a eu ce schisme, on pourrait dire, cette crise de confiance envers l'espace médiatique. Et là, ces controverses-là, après ça, ne sont pas non plus uniquement à la marge du système médiatique. Il y a des gens qui assurent la circulation de ces idées, de ces controverses, de ces discours, de ces thèmes aussi qui sont empruntés du côté d'une extrême droite aux États-Unis ou en France et qui vont circuler d'un endroit à l'autre. N'hésitez pas à aller découvrir toutes nos entrevues sur notre chaîne YouTube et en podcast. Lien en description ou commentaire.